Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hop hop hop, vous voyez ce petit micro? Eh bien il a tout simplement décidé de ne pas fonctionner. Ok, c'est de ma faute, j'avoue, j'avais oublié de supprimer les anciens fichiers. Forcément, il était plein et il n'a pas pu travailler correctement. Je suis donc sincèrement désolée, le son pour cette vidéo ne sera pas au top du top. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous apprécierez tout de même ce fait divers américain. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Le lundi 28 novembre, Lisa ne se rend pas à son travail et son patron décide d'appeler la police. Vous trouvez pas que c'est un peu extrême comme réaction? Eh bien, quand on connaît le personnage, ce n'est pas extrême du tout. Lisa, c'est une femme qui a l'habitude d'être toujours à l'heure, toujours ponctuelle, et dès qu'elle est malade, qu'elle a un retard ou un empêchement, elle prévient automatiquement son patron. Donc lorsque le lundi 28 novembre, elle ne se présente pas au travail et qu'elle ne répond pas aux appels de son patron, ce dernier s'inquiète et appelle immédiatement la police. Peu après, la police se rend au domicile de Lisa et de Joël pour vérifier que tout va bien. Au début, ils frappent à la porte. Ils disent « Hey police, y a quelqu'un ?» Personne ne répond. Ils sonnent. Toujours aucune réponse. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'à travers la vitre en verre flou trempé, je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez ce que c'est ou pas? Je vous mettrai une image. À travers cette vitre-là, ils aperçoivent de la lumière à l'intérieur de la maison, donc dans l'entrée. Et personne ne répond. La première chose qu'ils ont remarqué aussi en arrivant, c'est un panneau sur la pelouse du couple où il y a écrit « à vendre » et aussi les deux voitures du couple, celle de Joël et celle de Lisa, ce qui prouve qu'ils sont forcément dans la maison, ou alors qu'ils sont partis quelque part faire des courses, ce qui est très bizarre puisqu'ils sont censés travailler, mais ça montre bien qu'ils n'ont pas pris leur voiture pour aller au travail. Ils ne peuvent rien faire de plus, ils décident d'appeler du renfort, des détectives, ils commencent un peu à faire le tour de la maison, et pareil en fait à chaque fois qu'ils essayent de toquer à des fenêtres, des portes, à appeler, personne ne répond. Ils interrogent aussi des voisins qu'ils ont vus, qui étaient là à ce moment-là. Les voisins leur disent que oui, effectivement, ils ont vu le couple le week-end, qu'ils étaient en famille, que c'était Thanksgiving, qu'ils les ont vus sortir acheter des choses, etc. Mais qu'après, voilà, ils n'ont rien noté d'anormal. Les choses deviennent de plus en plus bizarres, puisque non seulement le couple ne répond pas, mais en plus de ça, lorsqu'ils frappent et lorsqu'ils sonnent, ils entendent un chien aboyer à l'intérieur de la maison. Par chance, il y a le bip du garage dans l'une des voitures, ils le récupèrent, ils ouvrent le garage grâce à ça, et dans le garage, il y a une porte qui sépare le garage de la maison. Ils recommencent à frapper, à appeler, personne ne répond. Ils décident donc de rentrer dans la maison. Encore une fois, ils demandent est-ce qu'il y a quelqu'un et la seule réponse qu'ils ont, c'est le chien qui aboie. Il n'aboie pas très fort, hein. Donc ils se rendent bien compte qu'il est forcément à l'étage. À l'instant où ils mettent un pied dans la maison, ils sentent que quelque chose ne va pas. Pour commencer, il fait très très chaud. Quelqu'un a visiblement mis les chauffages au maximum. Et en plus de ça, il y a une forte odeur chimique qui se dégage de la maison. Il remarque ensuite qu'il y a pas mal d'objets éparpillés sur le sol, des objets qui n'ont rien à faire ici, comme des sacs plastiques, des bidons de javel, ce qui explique certainement l'odeur. Sur la table, il découvre des clés, un téléphone, deux porte-monnaies, celui de Joël et celui de Lisa, et plus étrange, un marteau. En entrant dans la cuisine, il se rend compte que le four et la cuisinière sont allumés et sont au niveau maximum, et sur la cuisinière, il y a une grosse marmite. Visiblement, il y a quelque chose qui mijote à l'intérieur. Pour l'instant, les policiers ils laissent ça de côté. Ils se disent on va d'abord vérifier le reste de la maison. On reviendra plus tard sur cette marmite. Et nous aussi, on reviendra plus tard sur cette marmite. Rappelez-vous-en bien. Vous vous doutez bien que si je vous parle de la marmite, c'est pas anodin. Et en général, une marmite, on trouve jamais des choses sympas dedans. Enfin, en tout cas, pas dans les histoires que je vous raconte. En montant les escaliers, ils remarquent des taches brunes rougeâtres, qui pourraient faire penser à des taches de sang. Mais pour l'instant, ils n'en sont pas sûrs. Puis, ils arrivent à un palier, et là, ils voient du sang sur le sol et sur les murs.
Il n'y a plus aucun doute, il s'agit bien de sang. Sur ce palier, il y a une porte ouverte. Ils se rendent compte qu'il y a des mains, ils s'approchent de plus près pour voir ce que c'est, puisqu'ils se disent s'il y a des mains, il y a forcément un corps à côté. Et quand ils observent de plus près, ils se rendent compte que les mains ne sont attachées à rien du tout. Que des mains. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de corps. Au moins maintenant, ils savent ce qu'ils cherchent. Ils cherchent un corps sans main. Ils poursuivent leur recherche, ils entrent dans la chambre, et dans la chambre, tout est propre. Le lit est fait, il n'y a pas de tache de sang, c'est tout propre. Par contre, il y a une très très forte odeur chimique. En continuant de chercher, ils se trouvent dans la salle de bain, et dans la salle de bain, il y a une bâche qui recouvre le sol, et à la place du pommeau de douche, il y a un tuyau d'arrosage. C'était certainement pour remplir quelque chose et ne pas avoir à transvaser ou à porter un bac rempli d'eau. Et effectivement, quand il tourne la tête, il voit 2 gros bacs en plastique bleu avec des choses dedans. Avant de vous dire ce qu'il y avait dans les 2 bacs, les policiers trouvent un couteau dans le lavabo sur lequel il y a du sang. Maintenant, vous pouvez essayer de deviner ce qu'il y a dans les 2 bacs. Je vous laisse 2 secondes. Et oui, c'est bien des corps en décomposition. Un bac avec le corps de Joël, un autre bac avec le corps de Lisa. La maison du couple devient officiellement une scène de crime et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. À l'arrière de la maison, ils trouvent des sacs poubelles fermés, 3 bouteilles d'eau de javel, de l'acide chlorhydrique et à côté, des armes à feu et des munitions. Sur la table, il y a des denrées alimentaires, dont certaines qui sont censées aller au frais, ce qui laisse penser que le couple avait fait les courses récemment et qu'il n'a peut-être pas eu le temps de ranger les courses lorsque le meurtrier les a tués. Dans les escaliers, je vous ai dit qu'il y avait des taches de sang, mais il y avait aussi des vêtements éparpillés un peu partout, vêtements qui avaient été coupés avec des ciseaux qu'ils ont aussi retrouvés et qui étaient tachés de sang. Pour faire simple, il y a du sang partout dans la maison et il y a aussi des traces d'une très nette volonté de nettoyer cette scène de crime. Et quand on voit qu'il y a encore plein de taches de sang partout, les enquêteurs se disent que le tueur a commencé à nettoyer sa scène de crime, est parti pour une raison qu'ils ignorent, certainement qu'il n'avait plus assez d'eau de javel ou que sais-je de sac ou on ne sait pas. Il s'est dit je vais acheter quelque chose ou alors j'en ai marre, je reviendrai plus tard. Il ne pensait absolument pas que les policiers allaient revenir sur place avant qu'il ait le temps de finir de nettoyer. Il s'agit d'un double meurtre, mais surtout d'un acharnement et d'une très nette volonté de faire disparaître les corps. Les enquêteurs ont passé au peigne fin la maison pendant 2 jours entiers avant d'émettre une hypothèse quant au meurtre. Avant de vous expliquer l'hypothèse des policiers, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette famille. Nous sommes en 2016 durant la période de Thanksgiving aux États-Unis. Et vous savez combien cette célébration est importante là-bas. Le 24 novembre, les habitants de Knoxville préparent petit à petit la fête de Thanksgiving. Joël, âgé de 61 ans, et Lisa, âgée de 55 ans, sont très heureux cette année puisqu'ils vont recevoir leurs 4 enfants. Joël a déjà eu 3 filles d'un mariage précédent, Candice, Michelle et Angela. Et avec Lisa, il a eu un 4e enfant, qui est donc le premier enfant de Lisa, un fils qui s'appelle Joël Junior, aussi appelé Joël Michael. Joël Junior est âgé de 28 ans et cela fait assez longtemps que la famille n'a pas été réunie pour Thanksgiving, donc cette année, en 2016, tout le monde est très heureux de se retrouver. Joël, le père, est un ingénieur qui travaille dans la conception technique et sa femme Lisa est comptable. Le couple a décidé de prendre sa retraite, de vendre la maison, ce qui expliquait le panneau sur la pelouse qui disait à vendre lorsque les enquêteurs se sont rendus chez le couple. Et ils veulent aller habiter dans la maison de la mère de Joël Senior qui est décédée quelques années plus tôt. Cette année, durant Thanksgiving, c'est l'occasion parfaite pour parler à leurs 4 enfants de leur volonté de prendre leur retraite. Les 3 filles vivent encore dans le Tennessee, donc dans le même état. De son côté, Joël vit à Baton Rouge en Louisiane. Lorsque le couple annonce à leurs enfants qu'ils vont prendre leur retraite, les enfants paraissent très contents pour eux et leur disent que c'est une bonne chose et qu'ils ont raison de faire ça maintenant, qu'ils en profitent.
Les vacances de Thanksgiving se passent bien et se passent même très bien puisqu'ils parlent déjà de passer les vacances de Noël tous ensemble. Les 3 filles partent le lendemain de Thanksgiving, donc le 25 novembre, elles rentrent chez elles, c'est un vendredi. Joël Junior, quant à lui, décide de rester un petit peu plus longtemps avec ses parents et de ne partir que le dimanche, le 27 novembre. A noter qu'entre la maison de Joël Junior et la maison de ses parents, il y a 9h30 de route. C'est certainement la raison pour laquelle il décide de prolonger le séjour chez ses parents. Revenons-en à notre enquête et surtout à l'hypothèse des policiers. Les policiers pensent que c'est Joël qui a été attaqué en premier, le samedi 26 novembre, en fin de matinée, lorsqu'il était dans la salle de gym à l'étage. Il a été sauvagement attaqué avec un couteau une 40aine de fois, 42 pour être plus précise. Enfin, il est tout de même très difficile de savoir le nombre de coups que Joël a subi, puisque son corps a été démembré post-mortem. Et qu'en plus de ça, il est en décomposition dans les bacs plastiques. Les enquêteurs ont tout de même recensé 34 coups de couteau au niveau de son dos lorsqu'il était encore en vie. Ils relèvent notamment de nombreuses blessures au niveau des poumons, des reins, du foie, des côtes et même des mains, ce qui prouve qu'il a essayé de se défendre. Les mains de Joël Senior ont ensuite été découpées et placées au niveau de la porte de la salle de gym, comme si il essayait de pousser la porte. C'est les mains qui ont été retrouvées à l'étage lorsque les enquêteurs ont trouvé des mains sans corps. Les enquêteurs émettent ensuite l'hypothèse que Lisa n'était pas à la maison à ce moment-là. Elle était en course. Lorsqu'elle est revenue de course, elle a été attaquée à son tour avec pas moins de 25 objets différents tranchants, ce qui explique le fait que les courses aient été un peu éparpillées partout et n'aient pas été rangées. C'est parce que lorsqu'elle est rentrée de course, elle a été attaquée et elle n'a pas fini de ranger les courses. Là encore, à cause de la décomposition du corps, il est difficile de donner un nombre exact de blessures. Après son double meurtre, le meurtrier a découpé les bras et les jambes de Joël pour le détacher de son tronc, et il a même découpé sa cheville droite. C'est tout. Il n'a rien découpé d'autre. Ensuite, il a placé tout ça dans les bacs en plastique. Il a fait un mélange acide-base et il a laissé le corps comme ça pour qu'il se décompose. Toute sa peau s'est décomposée très rapidement, à l'exception de la peau de son dos. C'est ainsi que les enquêteurs ont pu relever les 34 blessures au niveau du dos. Les bras ainsi que les jambes de Lisa ont aussi été détachés de son tronc et placés dans le bac en plastique. Mais avec elle, il y a autre chose qui a été coupée, c'est sa tête. Cependant, les enquêteurs, ils ne retrouvent pas sa tête dans le bac en plastique. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ils retrouvent la tête de Lisa dans la marmite. Elle était tranquillement en train de mijoter. Et ça faisait 2 jours qu'elle était comme ça. Les policiers se disent, on a une scène de crime, il faut retrouver le meurtrier. Ok, il y a de la javel, il y a des sacs plastiques. Il a été forcément dans un magasin à proximité pour acheter tout ça. Donc, si on regarde les caméras de sécurité des magasins à proximité, il se peut qu'on voit le tueur. Plusieurs fois, il voit un homme qui achète des choses. Et lorsqu'il zoome sur cet homme, il se rend compte qu'il a des bandages autour des mains. Certainement dû au fait d'avoir découpé des corps, peut-être qu'il s'est pris aussi des coups, qu'il s'est coupé, mais aussi avec l'acide, ça attaque les mains. Les bandages, ça expliquerait cela. Très vite, le 29 novembre, le lendemain de l'appel du patron de Lisa à la police, Joël Junior est arrêté. En enlevant ses bandages, les policiers se rendent compte qu'effectivement, il a les mains blessées, il a les mains coupées. Là, il n'y a plus de doute. Dans le coffre de sa voiture, il retrouve un bidon d'essence. Jusque-là, rien de très surprenant. Et un hachoir à viande. Je veux pas savoir ce qu'il voulait faire avec. La police pense très sérieusement que s'il n'a pas fini de nettoyer la scène de crime, c'est à cause de ses mains, qui le faisaient souffrir. Il s'était dit qu'il finirait plus tard, mais il ne se doutait pas que la police allait revenir chez ses parents avant lui. Cette scène de crime fait partie des 1% d'homicides horribles aux États-Unis, homicide impliquant soit un démembrement ou une mutilation. Dans la maison, les enquêteurs retrouvent 5 pages de papier, une sorte de script de 5 pages. Et c'était écrit « Livre de la préméditation ». C'était Joël Junior qui avait écrit ça. Et en fait, il avait écrit tout le scénario, tout ce qu'il a fait subir à ses parents, le double meurtre, il l'avait déjà écrit. D'où le titre « Livre de la préméditation ».
Joël l'avait laissé dans la maison dans son sac à dos. C'est pas volontaire, il l'a laissé là mais il pensait qu'il allait revenir, il pensait pas du tout que les policiers allaient le trouver. Cependant, le fait d'avoir écrit tout ça, d'avoir prévu tout ça, ça montre bien qu'il voulait qu'un jour ça se sache. Sur ces 5 pages, il a fait une liste de tout ce dont il avait besoin et à chaque fois, il explique pourquoi il a besoin de ça. Des couteaux pour la mutilation, un marteau pour casser les os, un hachoir à viande pour hacher les morceaux, de la javel pour dénaturer les protéines, un bac en plastique pour la décomposition. Il dit même que l'endroit du meurtre n'est pas vraiment important tant qu'il n'est pas fait sur les matelas ou sur les canapés. Ensuite, il doit se débarrasser des corps et des traces ADN. Il doit se débarrasser de certains morceaux dans les toilettes. Il doit aussi inonder la maison, augmenter le chauffage à fond et nettoyer tout avec de l'eau de javel. Selon un de ses amis et des membres de sa famille, Joël Junior a toujours été un outsider qui était très peu considéré. Il ne cherchait pas vraiment à s'intégrer, même dans sa famille, et sa famille était de moins en moins en contact avec lui. Sa mère prenait régulièrement des nouvelles de lui en lui envoyant des messages, en lui demandant si ça allait, s'il voulait de l'argent, mais ça allait que dans un sens. Lui, il ne se préoccupait pas de sa famille. Durant son procès, il ne montre aucun remords, comme si tout ce qui est arrivé ne l'atteignait pas du tout. Les blessures infligées à ses parents ont été si violentes que des marques ont été retrouvées sur les côtes de Joël. La raison de son crime, l'argent. Ses parents voulaient arrêter de lui donner de l'argent. Il avait 28 ans et ils estimaient qu'il pouvait maintenant s'entretenir tout seul. Il avait aussi écrit dans son script de 5 pages qu'il fallait qu'il pense à demander les sous de l'assurance. L'assurance vie de sa mère s'élevait à 500 000 $. Afin de la toucher, il devait la tuer. Et pour être sûr de pouvoir la toucher, il devait aussi tuer son père. Pourquoi d'une manière si brutale, me direz-vous? Eh bien ça, il ne l'a pas dit. Ses avocats le défendent en disant que, certes, ses empreintes ont été retrouvées sur certains objets. Mais c'est pas parce qu'on les a retrouvées sur certains objets que c'est lui qui a tué ses parents. Puisqu'il était là pour Thanksgiving, il a peut-être mis ses empreintes un peu partout. En plus de ça, oui, ils ont retrouvé un script de 5 pages. Mais c'est peut-être pas son écriture. On n'a pas de comparaison. C'est ce que ses avocats disent pour le défendre. Défense qui ne marche absolument pas. Joël Junior plaide coupable. Il est reconnu coupable de meurtre au 1er degré pour le meurtre de Joël Senior et de Lisa, ses 2 parents, et il écope d'une peine de prison à vie. Voilà, c'est la fin de cette histoire du double meurtre de Joël et Lisa. On peut même parler d'un massacre, je pense, puisqu'il y a une réelle volonté de nuire, de s'acharner et de faire disparaître les corps. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce double meurtre américain et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.